en freelance, c'est aussi être entrepreneur. Et donc, évidemment, la part de risque est plus grande. Des fois, il suffit d'une phrase, il suffit d'une personne, il suffit de 4 jours dans une maison avec des entrepreneurs ou des freelances pour se dire, bah merde, en fait, moi je change de vie. Concrètement, est-ce que la sécurité se trouve vraiment dans le CDI? Si on continue dans ce système-là, il y a un moment donné où ça va exploser, en fait. J'arrive à être plus productif, plus concentré, et bah mon cerveau, il comprend. Il se met en mode, ok, là, on va faire du sale, quoi. Je trouve ça plus dangereux d'être en CDI aujourd'hui et d'investir, entre guillemets, son argent dans un système qui ne fonctionne pas et qui n'est plus viable. L'État, si c'était une entreprise, ils seraient tous en prison, en réalité. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un Life Lately numéro 4. Et bienvenue évidemment sur ce podcast ou sur cette chaîne YouTube Shape Room, évidemment, de salariés à freelance nomade. Puisque l'objectif de ce podcast, évidemment, vous devez le savoir maintenant si vous me suivez depuis un petit moment, c'est de vous donner toutes les pistes, tous les conseils, toutes les réflexions possibles pour vous aider à traverser cette transition, à savoir passer de salarié à freelance et qui plus est à freelance nomade si vous le souhaitez. Voyageant le monde, un rêve de nomade, de Paris aux éclats des vagues. Je suis très content de vous retrouver dans cet épisode-là. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que là je viens d'arriver à Bangkok. Donc du coup, Life Lately numéro 4, c'est évidemment un épisode qui est dédié à parler un petit peu de ma vie, à parler de ma vie de nomade, de vous dire un petit peu qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que je vis, où est-ce que je suis, les réflexions que je peux avoir sur cette vie-là. C'est ça l'objectif de cet épisode-là. Et donc là, je viens d'arriver à Bangkok. Je vais vous raconter tout ça de toute façon dans l'épisode. Et franchement, je vais vous montrer, je vais prendre une vidéo en même temps parce qu'en fait, je suis devant une vue incroyable. Je suis dans un building de fou de plus de 50 étages à Bangkok. La vue est juste incroyable. Le building est juste fou, il y a tout, il y a coworking, salle de sport, il y a des salles de cinéma, il y a une salle avec un ring de boxe, il y a une salle où on peut enregistrer de la musique, et donc c'est là où je fais mon podcast parce que la salle est bien insonorisée. Il y a aussi des salles de meeting, il y a une salle de gaming, il y a une PS5 les gars, dans l'immeuble, c'est juste fou quoi. Et il y a une salle aussi avec un fond vert mais qui n'est pas folle je trouve. Moi j'ai préféré la salle musique et surtout parce qu'elle est juste mais incroyable cette vue. Donc là normalement vous êtes censé voir ma petite caméra avec le son qui tourne, vous pouvez voir. Et puis regardez cette vue de dingue. Alors si vous êtes en format audio, je vous conseille de passer rapidement sur YouTube juste pour voir le cadre dans lequel j'enregistre cet épisode. Alors faites pas attention au bordel là, c'était mon petit déj que je n'ai pas rangé. Et voilà, derrière moi il y a des instruments de musique et tout, c'est juste incroyable. Bref, je vais vous raconter tout ça, ça va être fou. Et j'espère que ça va vous donner envie d'aller à Bangkok, parce que franchement, c'est un Bangkok que je ne connaissais pas du tout. Moi, j'y suis allé il y a très longtemps, en 2017. C'était mon premier voyage d'ailleurs à l'étranger, loin avec un pote. C'était incroyable, j'avais 19 ans. Et aujourd'hui, je reviens ici, j'en ai 26, et puis le lifestyle n'est pas du tout pareil, quoi. Évidemment, je vous l'ai dit, Life Lately numéro 4, c'est, voilà, je vous parle un petit peu de ce qui se passe dans ma vie pro, dans ma vie perso, et mes petits challenges que je me lance également, notamment Road to Humain Augmenté, on va en parler. Et puis, à chaque fois, on finit toujours par une réflexion, ok? Donc ça va faire news pro, news perso, Road to Humain Augmenté, et puis ensuite on finira par une réflexion. Alors je le rappelle évidemment, il y a un format YouTube, comme je l'ai mentionné très rapidement tout à l'heure, format donc vidéo et un format audio. Format audio étant plus chill, si vous souhaitez, et puis si vous êtes aussi dans le métro, sous votre douche, ou je ne sais où dans votre voiture, restez en format audio. Et si vous souhaitez voir ma tête, et puis voir la fameuse vue dont je vous ai parlé, alors j'aurais bien aimé la voir en fond d'ailleurs, mais c'est pas possible parce que j'étais à contre-jour avec la caméra, donc c'est pour ça que j'ai fait une petite vidéo. Écoutez, basculez en format YouTube. Si l'épisode vous plaît, et puis si généralement en fait mes épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et également sur les plateformes comme Deezer, Apple Podcast, etc. Laissez un commentaire, ça fait plaisir. Et puis, écoutez, on est parti. Ça fait je crois la 4e fois que je dis on est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, allez c'est parti, let's go. Point numéro 1, news professionnelle. On va d'abord parler de Shape Room. Alors, je suis extrêmement content d'un point de vue Shape Room parce que donc là, je vais vous faire un petit bilan surtout sur, disons, les 30 derniers jours. Et j'ai réussi à tripler mon nombre de Shapers. Alors, Shapers, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est les personnes qui sont dans mon accompagnement, donc dans la Shape Room. Parce qu'une Shape Room, c'est un endroit où on va shaper une planche de surf, ça va du monde du surf. C'est l'endroit où on va créer la planche de surf. Et celui qui va shaper la planche, c'est un shaper ou une shapeuse. Voilà. Et donc en fait moi je trouve que ça correspond extrêmement bien avec le monde de la formation parce qu'en fait pour moi la formation c'est comme une salle du temps où pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois voire plus on va être concentré sur une transformation, apprentissage de nouvelles tâches, etc. Et en fait on va shaper notre futur personnel et notre futur professionnel. Et donc vous êtes des shapers et des shapeuses, en tout cas si vous rejoignez l'accompagnement, et vous allez shaper votre avenir professionnel et votre avenir personnel. C'est pour ça que j'ai choisi ce nom. Aussi le nom du collectif où si vous rejoignez le collectif vous allez vous appeler les Shapers. Voilà, donc j'ai triplé mon nombre de shapers, je suis passé de 4 à presque 12, on est 11, donc j'ai pas vraiment triplé mais pas loin du tout, en l'espace de 60 jours. Donc je suis extrêmement content.
Et puis là, je vois que je n'ai plus d'espace sur ma carte mémoire. Je vais checker ça rapidement. Ok, le problème de carte SD est normalement réglé. Alors je comprends pas parce que normalement, elle est censée être vide quasiment. Mais bon, ce sont les aléas du direct, les aléas de la vie d'entrepreneur, de la vie de freelance que vous voulez. Et voilà, j'ai triplé mon nombre de shapers, donc je suis très très content parce qu'en fait, je vois qu'il y a de plus en plus d'impact, de plus en plus de traction, que le produit plaît. Et de plus en plus. Je vois qu'il y a des premiers résultats aussi qui commencent à vraiment être hyper intéressants. Donc ça me remplit de joie et je sais qu'on va bien avancer comme ça. Et donc du coup, ça me permet aussi de relever un peu mes objectifs parce que je m'étais fixé 3 nouveaux shapers par mois pour Q1. Donc Q1, c'est janvier, février, mars. J'en ai fait 6 au mois de janvier. J'ai doublé mon objectif et puis après, il y a aussi des personnes qui viennent du bouche à oreille. Mais ça me donne des apprentissages pour la suite. Et donc, pour février, l'objectif, c'est de faire 6 nouveaux shapers. Voilà. Donc, je vais essayer de relever mes objectifs sur ce point de vue-là. Qu'est-ce qui s'est passé aussi nouveau chapitre qui arrive pour la formation. Donc, la formation, elle s'update continuellement. C'est-à-dire que en fonction des questions, en fonction aussi des difficultés que rencontrent certains shapers, je fais certaines vidéos en plus ou alors je remplace certaines vidéos pour optimiser toujours de plus en plus la formation et les sujets. Donc là, typiquement, récemment, j'ai ajouté un call R1. Donc un call R1, c'est un premier call avec un client, un premier appel. Je l'ai filmé, enregistré avec un vrai prospect qu'on a d'ailleurs signé avec l'agence. Et je l'ai enregistré pour donner un exemple parce que je sais que moi, ça m'aide beaucoup pour d'autres sujets. Quand je vois des gens faire, en fait, ça me stimule plus et j'apprends plus en regardant et en répliquant derrière plutôt qu'en lisant des trucs ou je ne sais quoi. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire pareil. Et j'essaie aussi de montrer qu'en fait, tout ce que je mets dans la formation, je le fais moi-même en fait, tout simplement. Ça avance bien. J'essaye là de trouver d'ici le mois de mars un coach technique. Donc un coach technique, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui va être spécialisé sur Google Ads et Facebook Ads, puisque évidemment c'est l'expertise de ma formation. Donc là, je suis en pleine recherche de cette personne-là. Je pense avoir trouvé la bonne personne. Bon, en tout cas, c'est pas pour tout de suite, mais c'est censé arriver bientôt. Et donc ça, je suis très content parce qu'en fait, je vais devoir être épaulé, plus il y aura de personnes, plus je vais devoir être épaulé. L'idée, c'est de s'entourer de personnes de confiance et des personnes aussi que j'ai pu suivre. Donc la personne à laquelle je pense, on a déjà travaillé ensemble, elle est passée dans ShapeRoom l'année dernière dans la phase de test. Donc elle fait partie déjà un peu de cet écosystème et c'est ça qui m'intéresse. Parce que je sais que cette personne-là partage mes valeurs, partage nos valeurs. Et puis elle est passée par toutes les étapes par lesquelles les freelances qui sont en train de se lancer vont passer. Donc c'est ça qui m'intéresse et comme ces étapes-là qu'elle a traversées sont plutôt récentes, contrairement à moi, où moi ça fait quand même 4 ans environ, et en fait les learnings, les apprentissages sont assez récents et c'est ça qui m'intéresse aussi. Donc voilà, je suis en train de rechercher tout ça, ça avance bien, donc c'est cool, franchement, voilà, j'adore ce qui se passe en ce moment. Et évidemment, on est préparé à tout, on est préparé aussi au pire, puisque voilà, l'entrepreneuriat c'est des hauts et des bas, comme le freelancing. Donc du coup, par rapport à ça, je parle de hauts et des bas, sur Instagram notamment, et sur les réseaux sociaux en général, et même sur YouTube aussi. Donc là, je vous parle de news professionnelles, donc ça fait partie aussi de mes problématiques et de mes objectifs. J'ai du mal à avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est un truc qui me frustre de ouf. Sur Instagram, j'arrive pas à décoller, quoi. Sur YouTube, bon, j'ai lancé ça récemment, donc bon, faut aussi un peu laisser le temps au temps. J'accorde pas aussi énormément de temps et d'énergie sur YouTube, mais toujours est-il que je poste sur LinkedIn, je poste sur Instagram, je poste sur TikTok, je poste sur YouTube, et je dois vous avouer que je galère, quoi. Donc, alors ce podcast, c'est aussi pour tout vous dire, pour être full transparent, et puis vous raconter aussi ce qui se passe, parce que quand t'es en freelance et quand t'es entrepreneur, c'est pas tout rose tout le temps, et typiquement, se lancer sur les réseaux sociaux, ça a l'air simple pour certains, puis ça a l'air simple aussi quand on en parle comme ça. Dans les faits, moi je galère, quoi, voilà. Alors peut-être que je suis pas fait pour ça de base, j'ai peut-être pas les bons réflexes, les codes, j'y accorde peut-être pas assez de temps et assez d'énergie. Voilà, toujours est-il que j'essaye d'améliorer ce point-là, et il y a des nouveaux contenus qui vont arriver, surtout sur Instagram, surtout en mode Reels. Sur YouTube, ça va pas trop bouger en tout cas pour l'instant, parce qu'en plus de ça, j'ai quand même pas non plus un temps qui est illimité. J'ai une agence à faire tourner, j'ai 2 personnes avec qui je bosse au sein de l'agence, plus potentiellement 1 ou 2 freelances en plus. Il y a la partie formation, enfin bref, il y a beaucoup de trucs. Donc la partie contenu, c'est important pour moi, mais ça passera évidemment après les shapers que je suis, que je coach, que je forme, et ça passera aussi après l'agence, évidemment. Ensuite, donc, je vous parlais de l'agence, donc Shape Ads. Alors déjà, Shape Ads, donc si vous me suivez depuis un petit moment, l'agence s'appelait avant Good Squad. J'ai changé de nom, ça je crois que je l'ai expliqué dans Life Lately numéro 3. J'ai changé de nom parce qu'en fait, pour moi, pour moi, ShapeRoom, c'est un écosystème que je suis en train de créer. Donc ShapeRoom, c'est une formation, c'est un accompagnement. Derrière, il va y avoir un collectif que j'ai créé très récemment, un collectif de freelance qui s'appelle donc les Shapers. Ça, je vous l'ai dit là tout à l'heure. Et puis, j'ai aussi envie que
les freelances que je forme puissent avoir l'opportunité de travailler avec notre agence, et puis, in fine, ce sera nos agences, il y en aura d'autres. C'est en tout cas l'objectif que je me donne. Et donc, j'ai envie que l'agence et les agences qui vont éclore fassent partie de cet écosystème-là. Parce que je sais que les freelances seront bien formés, et que si on bosse avec eux dans l'agence, au moins ce sera des personnes de qualité qui vont bien travailler. Et puis ça rassure aussi les clients qui peuvent travailler avec nous. Donc voilà pourquoi j'ai changé le nom. Donc vous l'aurez remarqué, Shape Room, les Shapers, Shape Ads. Voilà, on reste sur la même DA, la même direction artistique. Et donc voilà, un tout nouveau nom qui, je trouve, me plaît plus, correspond plus aussi à la direction que je veux donner à ce projet-là. Puis d'ailleurs, oui, petite parenthèse, mais ça c'est assez fou. J'ai changé le nom donc en façade, parce que le nom légal reste Good Squad, pour la simple et bonne raison que, et ça c'est Vive la France, mais en fait pour changer le nom d'une entreprise, c'est pas simple. Il faut passer par je ne sais combien d'étapes, je crois qu'il y en a 4 ou 5, il faut payer je sais plus combien, je crois 800 €, un truc comme ça. Tout ça pour changer un nom. Voilà, changer un nom légal. Je trouvais ça assez fou, qu'il y ait autant d'étapes, que ça prenne autant de temps, et alors après 800 €, c'est pas non plus une somme astronomique pour une entreprise, mais bon, je sais pas, moi je trouvais ça assez fou, et donc pour l'instant ça reste Good Squad d'un point de vue légal, mais évidemment ça va changer dès qu'on en aura la possibilité. Donc, je vous parle d'objectifs Shape Room, mais je vous parle aussi d'objectifs Shape Ads. Donc nous, notre objectif, il est quand même assez ambitieux, c'est 6 clients par mois. Alors assez ambitieux, c'est pas non plus un truc de fou, on peut le faire. Donc là, pour l'instant, tout n'est pas signé. On est le 30 janvier, donc des fois ça tarde un petit peu les signatures clients. Mais l'objectif, c'est de faire 6 clients par mois. Là, on en a signé 2 nouveaux, donc on est un peu loin de l'objectif, mais il y en a 1, 2, 3 autres qui sont en attente. Donc ça nous amène à 5. Et après, je crois qu'il y en a un 4e, mais qui est un peu moins sûr. Donc, mais de toute façon, dans tous les cas, on va pas se reposer sur des hypothèses. On va se baser sur des faits. Et donc là, on en a vraiment 2 nouveaux qui sont signés en janvier. J'espère, dans le prochain Life Lately, vous dire qu'on a signé les 4 autres ou les 3 autres qui nous amènent à 5, ce qui est quand même pas mal. Voilà. Mais en tout cas, notre objectif, c'est de faire 6 par mois. Donc tant qu'on n'aura pas atteint ce chiffre-là, on va bombarder. Ça, vous pouvez compter sur moi. Ensuite, qu'est-ce que je me suis noté d'autres difficultés ? Oui, les difficultés que je rencontre au sein de l'agence. Je pense que c'est ça le plus dur en général d'ailleurs, même en tant que freelance, c'est de pouvoir être dans sa zone de génie et de pouvoir s'organiser de sorte à faire les actions qui comptent le plus pour son business. C'est-à-dire faire le 80-20. 80-20, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la loi de Pareto. C'est en fait, vous vous concentrez sur 20% de vos tâches qui vont créer 80% de valeur. Ça, c'est, je pense, le truc le plus challengeant, en tout cas à mon sens, que ce soit en tant que freelance quand on démarre, et que ce soit aussi en tant qu'entrepreneur avec une agence, par exemple. Surtout quand on travaille avec d'autres gens. Parce que déjà, il faut itérer, il faut tester différentes organisations. Moi, je sais que j'ai mis du temps à trouver une organisation qui me plaît, qui me convient et qui me rend productif. Et avec une agence, c'est tout aussi compliqué, surtout quand tu travailles avec d'autres personnes. Parce qu'il y a des blocages, des peurs, il y a aussi des nouvelles tâches qui sont toutes nouvelles pour nous, donc pas facile à traiter au début. Il faut toujours un temps d'adaptation. Il faut toujours traverser une petite période de chaos, en fait, une petite période un peu incertaine, où on apprend des choses, et ça fait partie du jeu. Mais au début, quand on a envie d'avancer vite, on a du mal à accepter ça. Et ça, c'est un peu la difficulté du moment. Et d'ailleurs, ça s'applique à tous les niveaux. Les freelances qui se lancent, moi avec Shape Room aussi en solo, et puis également avec l'agence en fait. Mais il faut savoir accepter ces moments de, je dirais, cet entre-deux, ce chaos, parce qu'en fait, c'est créateur de résultats. C'est-à-dire que quand on traverse cette période-là, elle peut durer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, peut-être plus parfois. Mais l'après, il y a une sorte de... C'est comme si vous poussez un train, vous voyez, au début, vous mettez 80% d'énergie, et c'est compliqué au début, parce que le train il est lourd, et il faut le faire avancer. Mais une fois que vous le poussez, il y a la force ensuite qui commence à prendre le train, et le train commence à rouler un peu par lui-même. Ensuite, c'est un peu effet boule de neige, si vous voulez. C'est que vous avez mis tellement d'énergie, tellement d'attention, et tellement d'efforts, qu'ensuite le train il roule tout seul, en fait. Vous l'avez poussé, vous l'avez lancé sur les rails, quoi. Et en freelance, en entrepreneuriat, et dans la vie de tous les jours, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Même quand vous faites du sport, etc. Le plus compliqué, c'est le début. C'est se lancer, c'est les premières étapes. Parce que c'est flou, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on a peur, etc., etc. Et donc moi, c'est les difficultés que je rencontre en ce moment, et je pense que vous pouvez certainement les rencontrer aussi à votre échelle quand vous vous lancez en freelance. Et avec l'agence, c'est pareil, puisque on est en train de s'organiser, on est en train d'essayer de mettre nos forces aux bons endroits pour faire ce fameux 80-20. Mais le 80-20, il n'arrive pas comme ça, quoi. Donc c'est ça qui rend le truc compliqué. Et ça, je suis quasiment certain que vous pouvez aussi le rencontrer si vous vous lancez en freelance.
Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Ce que je mets en place en ce moment pour la prospection avec l'agence, ça je crois que j'en ai déjà parlé mais je le rappelle, on a un système de prospection où en fait on fait la prospection directe avec des vidéos Loom sur LinkedIn. Donc ça nous permet d'avoir quelques contacts clients. On fait aussi du setting. Le setting, c'est des discussions qu'on engage sur LinkedIn. Et puis évidemment, on recontacte notre réseau pour faire marcher le bouche à oreille parce que ça a une puissance assez forte finalement. Et si vous vous lancez en freelance, c'est ce que je vous recommande aussi évidemment, de commencer par votre cercle proche. On le sous-estime très souvent, mais c'est très souvent ce qui a le plus de force et de puissance. Dernière chose aussi d'un point de vue news pro, avec l'agence, donc je vous le rappelle, je travaille avec 2 personnes, donc il y a Ambre et Lucas. Avec Lucas, donc Lucas qui s'occupe de la partie interne, hein, c'est le chef des opérations, c'est celui qui gère les campagnes, les clients et puis les freelances avec qui on bosse et également d'autres prestataires. On va lancer très prochainement de la création de contenu. Alors ça va y aller crescendo, je vous le disais, hein. On rencontre des peurs et des blocages, c'est parce qu'il a jamais posté sur LinkedIn, il a jamais fait du contenu comme moi je peux le faire. Et donc évidemment, il faut lancer la machine. Pas simple, mais on y travaille et puis ça va avancer et puis on va y arriver. Moi j'ai de la chance d'avoir un petit peu plus d'expérience à ce niveau-là, donc évidemment je travaille avec lui pour créer ce fameux contenu. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, hein. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn surtout, parce que c'est là où on va poster pas mal de choses. Donc Shape Ads, vous pouvez aller suivre Lucas Dorothée, vous pouvez me suivre moi directement, Nicolas Dorfman, avec grand plaisir, et n'hésitez pas à nous donner de la force les potes. News pro, on est bon. Passons maintenant aux news perso. Comme je vous le disais en intro, je viens d'arriver à Bangkok. Et souvent je tourne la tête ou je regarde, mes yeux portent un peu vers l'horizon parce que la vue est juste, mais folle. Si vous avez l'occasion donc de voir la vidéo que je vais mettre dans la vidéo YouTube là, c'est juste incroyable, donc je suis super content. J'ai fait donc 3 mois à Lombok, comme ce que j'avais prévu. Et je vous avoue, il y a quand même un saut assez énorme entre Lombok et Bangkok, parce que Lombok, c'est une petite ville où tout le monde se connaît, c'est très nature, très surf. C'est pas du tout la même vibe. Et là, Bangkok, je pense que vous connaissez un peu la ville, hein, au moins de nom. C'est une très grosse ville où ça bouge énormément. Et donc, du coup, je suis venu tester un petit peu une vie ici. Normalement, je vais y passer 1 mois, pas plus, parce que moi, j'aime bien être, comme je le disais dans certains podcasts d'ailleurs, être proche de la nature, proche de l'eau, proche de la mer, parce que j'aime bien surfer. Ici, évidemment, je vais pas pouvoir surfer. Et donc là, je suis arrivé avec un pote, en fait. Hein, j'ai un pote qui habite ici, qui m'a proposé une coloc. C'est pour ça, parce qu'à la base, c'était pas prévu que j'aille à Bangkok. Et puis d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus, le billet d'avion, ça m'a pas coûté si cher que ça. C'est ça qui est assez intéressant en Asie. Donc pour faire Lombok, Bangkok, j'ai dû payer, je crois, 120 €, un truc comme ça. Donc franchement, c'est pas très très cher, ça va. Et je suis arrivé dans un building, comme je vous le disais en intro, qui est juste incroyable. Il y a tout. Il y a des salles de coworking, des salles de réunion, une salle où je suis actuellement où tu peux faire de la musique. Donc moi j'en profite pour enregistrer mes podcasts et mes vidéos. Il y a tout quoi. Il y a des piscines, il y a des salles de sport. C'est un condo en fait, hein, si vous connaissez un peu le truc quoi. Et puis d'ailleurs France TV, ça je vous en avais déjà parlé, mais en fait France TV, donc la chaîne, hein, ils font un reportage, plutôt un documentaire, c'est ça le bon terme. Ils font un documentaire sur les digital nomades. Et donc moi je fais partie de ce documentaire-là. Si vous souhaitez d'ailleurs savoir un peu la date de sortie, je vous préviendrai, ce sera vers juillet 2025. Ils font des épisodes avec des personnages, ils appellent ça évidemment des personnages qui suivent. Donc il y a des vanlifers, il y a donc des freelances, et puis il y a donc moi plutôt entrepreneur. Et donc France TV va venir ici pour faire le 3e et dernier épisode. Ils vont venir dans ce fameux building où je suis actuellement. Ils vont me suivre pendant 2-3 jours à Bangkok pour filmer ma vie, pour faire une interview, etc. Donc je suis trop content de les revoir parce que ce qui est assez drôle avec ce type de tournage, c'est que France TV, à chaque fois, donc ils sont 3 en plus, c'est une petite équipe, ils sont hyper sympas. C'est devenu un peu des potes. J'irais peut-être un peu loin en disant des potes, mais quand on est ensemble, c'est comme si c'était des potes quoi. Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'en fait, ils passent environ 2-3 jours non-stop avec moi, quasiment du matin jusqu'au soir parfois. Et en fait, c'est tellement entre guillemets intense que ça rapproche quoi. Et puis quand là, je suis trop content de les revoir en fait. C'est comme si j'allais revoir des potes. C'est assez fou. Donc je suis très content qu'ils viennent. Et puis si vous voulez tout savoir, normalement après Bangkok, je vais passer 3 mois au Maroc. 3 mois encore une fois pour rester posé, pour aussi profiter de la vie sur place. Et je vais être au bord de la mer techniquement. Alors c'est pas encore fait le Maroc, mais normalement on va le faire. Je vais partir avec Lucas, avec qui je bosse pour Shape Ads dans l'agence. On va partir ensemble là-bas. Et puis on est censé faire un co-living ensemble avec Ambre, nous 3 associés. On va faire un co-living au mois de mai au Maroc. Et puis peut-être, c'est très certainement d'ailleurs le cas, on va l'ouvrir à d'autres personnes. Donc si jamais vous écoutez cet épisode ou si vous voyez ça sur YouTube, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé pour faire un co-living au Maroc. Le co-living, si vous ne connaissez pas, c'est pour faire très simple, c'est un mélange entre une guest house et une colocation. C'est-à-dire que vous avez votre espace, votre chambre et les espaces communs évidemment. Espace coworking parfois, espace commun style salon, salle à manger, hein, appartement ou maison classique. Et le but en fait d'un co-living, c'est déjà c'est très orienté sur le monde du freelancing, le monde du digital nomadisme, etc. Et donc c'est fait aussi pour connecter les gens ensemble et pour favoriser les interactions sociales.
Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Donc voilà ce qui va se passer dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent. Et j'en profite également pour vous faire un petit bilan côté Lombok. Puisque donc, j'ai fait 3 mois à Lombok et c'était assez drôle comme expérience parce qu'en fait quand je suis arrivé, et pour tout vous dire, pendant je dirais 1 mois et demi voire presque 2 mois, en vrai j'avais pas de potes quoi. Enfin très peu, c'est à dire que je rencontrais des gens mais qui n'étaient que de passage, donc soit des gens qui étaient en vacances, soit des gens qui venaient de Bali mais qui passaient une semaine, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que les entrepreneurs et les freelances qui sont à Bali, ils restent à Bali, ils restent donc à Canggu, et quand ils viennent à Lombok, c'est pour faire un peu une semaine genre détox, une semaine chill, machin. Il y a des gens qui comprennent pas que un environnement chill, un environnement avec de la nature, un environnement moins stressant, c'est tout aussi prolifique et tout aussi intéressant, tout aussi nourrissant pour développer une entreprise, pour développer son business et pour se développer aussi soi-même. Après, voilà, chacun a son environnement, ça je peux comprendre, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je trouve ça très drôle que les gens catégorisent comme ça des endroits avant même d'essayer, avant même de venir. Et donc, en fait, je rencontrais que des gens comme ça de passage et j'avais du mal à percer ce petit cercle, en fait, parce qu'il y a évidemment des expatriés, des freelances qui vivent là-bas. Et j'avais vraiment du mal à percer ce cercle-là jusqu'au jour où, en fait, arrivé en fin décembre, début janvier, c'est là où j'ai commencé à me faire des potes, quoi. Et je suis parti là fin janvier, donc j'ai une expérience assez... En fait, je reste un peu sur ma faim, si vous voulez. C'est-à-dire que j'ai adoré mon expérience, mais je me suis dit, j'ai envie d'y retourner parce que déjà, j'avais mes habitudes, puis c'est tellement une vie simple en Indonésie, à Lombok, que t'as qu'une envie, c'est juste de rester, t'es là, t'es avec ton scoot, tu fais tout en 5, 10 minutes, 15 minutes en scoot, t'as pas beaucoup de monde, pas beaucoup de trafic, il fait beau, il fait chaud, la vie coûte pas cher, tu manges bien, t'as la mer, enfin genre, tout est simple. Et puis les gens là-bas sont hyper cool, hyper chill, on partage évidemment les mêmes valeurs et la même vision de la vie. Et donc j'ai envie d'y retourner pour approfondir un peu d'une certaine manière mon expérience là-bas. Donc je suis assez mitigé, c'est-à-dire qu'à un moment donné je me suis dit j'ai fait le tour. Ça c'est une réalité, il n'y a pas non plus grand-chose à faire à Lombok, et donc en l'occurrence à Kuta. Si vous faites pas de surf, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus 1000 trucs à faire, quoi. Culturellement parlant, il n'y a pas masse de choses. D'un point de vue nature, il y a quand même des trucs à faire, mais voilà, quoi. C'est pas à Bangkok, évidemment, rien à voir. Donc si vous faites pas de surf, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à faire. Donc je m'étais dit, ouais, j'ai un peu fait le tour, etc. Et honnêtement, je suis arrivé à une réflexion où je me suis dit, déjà, je développais un cercle amical qui était franchement trop cool. Et puis en fait, quand je suis parti, je me suis dit, parce qu'en fait, notre société, on a tendance à se dire qu'on a besoin de plein de choses, on a besoin de variété, on a besoin d'avoir un milieu culturel développé, d'avoir plein de gens, plein de bars, plein de restaurants, machin. Et moi, je me suis dit, est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant de variété ? Est-ce qu'en fait, le bonheur se trouve pas dans les choses simples et dans une vie simple ? Parce que moi, j'avais une vie super simple à Lombok. Voilà, j'allais à la plage, j'allais surfer, je faisais du sport, je faisais un petit peu d'exercice de respiration, plus le côté spirituel aussi. Je lisais pas mal, je travaillais aussi beaucoup. Et puis, je voyais mes potes, on sortait un petit peu, on jouait à des jeux de société, etc. Et mine de rien, c'était une vie assez simple. J'allais pas au cinéma, culturellement parlant, il y a pas grand-chose. Et je me suis dit, franchement, en vrai, avec le recul, c'est une vie qui est simple, mais qui me plaisait beaucoup. Alors, je dis pas que je me projette sur le très long terme, ça j'aurais du mal je pense, même si ça se développe Lombok, mais on a tendance à mettre certains espaces, certains endroits dans des cases, alors que parfois je pense que le bonheur se trouve dans les choses simples. Donc voilà, tout ça pour dire que je vais tester Bangkok pendant 1 mois, je vous en dirai ce que j'en pense. Ensuite on va retourner dans une vie entre guillemets simple, je pense en tout cas, au Maroc, parce que je suis jamais allé au Maroc, en tout cas en tant que digital nomade. Et puis maintenant vous savez ce que je pense de Lombok, et je vous recommande évidemment très fortement d'y aller, parce que c'est un endroit incroyable. On va passer au 3e chapitre de ce podcast, avant d'attaquer la réflexion du jour, évidemment. Nous allons attaquer le sujet Road to Humain Augmenté. C'est parti. Road to Humain Augmenté, pour rappel, c'est plein de petites routines et plein d'habitudes que j'ai mises en place pour m'améliorer en fait en tant qu'être humain, tout simplement. Donc c'est quoi ? C'est du sport, bien manger, bien dormir, et puis après des petits exercices du style méditation, exercices de respiration, et puis aussi des compléments alimentaires pour évidemment propulser un peu plus tout ça. Donc franchement, ça fait quand même depuis le mois de novembre maintenant que j'ai mis ça en place, donc je peux quand même avoir assez de recul pour vous dire un peu ce que j'en pense. Alors déjà, première chose, je trouve que pour s'améliorer en tant qu'être humain, s'améliorer en tant que personne, et quand je dis ça, c'est tant d'un point de vue pro que perso, et tant d'un point de vue aussi sportif, mais la première chose, c'est le pouvoir des routines. Les routines, je trouve que c'est incroyable parce qu'en fait, ça conditionne votre cerveau à certains objectifs et certaines habitudes en fait, des habitudes de travail, des habitudes sportives, etc. En fait, vous mettez votre cerveau en mode pilote automatique et vous mettez votre cerveau dans une bulle. Je vous donne un exemple très concret. Moi, ce que je faisais, et ce que je fais encore d'ailleurs tous les jours, c'est je me réveille, exercice de respiration. Deuxième chose, c'est étirement. Parfois, je médite, j'ai un petit peu laissé la méditation parce qu'en fait, je me rends compte que ça matche pas trop mon énergie en fait dès le matin. Parfois, je prends une douche froide aussi, ça me met en énergie. Et ensuite, boum, directement, je prends un petit déj. Et là, c'est très souvent la même chose, c'est un smoothie bowl. J'ai trouvé, les gars, un restaurant à Lombok qui
qui faisait des smoothie bowls incroyables. Voilà, smoothie bowl plus ice cappuccino. Vraiment, j'arrivais dans le resto et je leur disais, c'est la même chose, vous vous en souvenez? Ils me font, ouais, pink bowl, smoothie bowl, ouais, c'est pink bowl et ice cappuccino. Bref, très très drôle. En fait, mon cerveau, il captait que, comme c'était la même chose tous les jours presque, et il captait en fait ce qui se passait, pilote automatique, et il se mettait dans une sorte de bulle, et il se prépare naturellement pour l'après, pour en fait ma session de travail du matin. Alors parfois évidemment à Lombok il y avait le surf, hein. Donc ça si j'allais surfer c'était avant les exercices de respiration, c'est je me lève, je pars surfer directement. Mais donc en fait mon cerveau est habitué un peu à ce rythme là, même si évidemment l'idée c'est pas de faire toujours tous les jours la même chose, etc. Et puis pardon, je vous ai pas dit, je prends aussi des compléments alimentaires quand je me réveille. Donc ça c'est à jeun avant d'aller manger, le petit-déj. Et ensuite mon cerveau, je le sens, c'est un truc de fou à partir d'une certaine heure, donc aux alentours de 9h30, 10h, parce que c'est souvent à cette heure-là où je commence à bosser, donc plutôt 10h. Et bah il se met dans une sorte de bulle, et puis dès que j'ouvre mon ordinateur, je m'installe, etc. Je suis au frais dans une salle, soit dans mon coworking, soit chez moi. C'est bam, ça y est, tu vois, ça rentre dans le tunnel. Concentration pendant, souvent ça dure 2-3 heures de quand même une bonne concentration. Et après je ressors un peu du tunnel, et puis c'est là où je commence à avoir un peu faim, etc., etc. Et ça c'est ouf, ça, je trouve que ça transforme ma vie de tous les jours en fait, mon énergie, ma motivation, ma productivité. Et je vois certaines autres personnes qui n'ont pas forcément en fait cette rigueur-là et ces routines-là. Et je vois la différence en fait. Je vois la différence en termes d'énergie. Je vois qu'il y a des gens qui baillent déjà à 10h du mat et tout. Je vois qu'il y a des gens qui ont du mal à se concentrer. Quand je dis ça, c'est les personnes avec qui je peux bosser, hein, en coworking, etc. Ça dépend qui évidemment. Et je trouve que c'est pas du tout pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais grâce à ça, j'arrive à être, je trouve, plus productif, plus concentré, plus dans l'énergie en fait. Je suis à fond en fait chaque jour. Et je suis beaucoup plus, je trouve, positif, souriant. Souvent on me le disait là, quand j'étais à Lombok, j'arrive, je retrouve parfois quelques potes dans le coworking si on travaille ensemble. J'ai une pote qui me disait c'est trop bien de te voir tous les jours, t'es hyper souriant et tout, t'es là, t'as de l'énergie, tu vois. Et ça c'est grâce aux routines et c'est grâce à tout ce que je mets en place en fait. Vraiment, c'est ni plus ni moins quoi. Et je vois la différence, c'est insane. C'est incroyable. Et donc ensuite, après la phase du matin, bon, midi, bam, je mange. Ensuite, l'après-midi, généralement, j'ai des calls avec des clients, avec les gens avec qui je bosse, etc. Et fin de journée, c'est ma session de sport. Pas tous les jours, hein, je suis genre à 3 fois par semaine. Mais voilà, généralement à 18h, 18h30, c'est là où je vais faire du sport. Et en fait, mon corps, il sait, tu vois. Mon corps, il est en mode boom, il a fermé l'ordi, il a mis ses écouteurs, réduction de bruit, il a mis la musique, musique un peu épique ou des musiques un peu style rap US, un peu vénère, tu vois, pour faire du sport. Et ben mon cerveau, il comprend. Il se met en mode, ok, là, on va faire du sale, quoi. On va se défoncer à la salle, c'est parti. Et puis après, voilà, donc dès que j'ai fini ma session de sport, je rentre chez moi, je mange, et puis après, c'est soit je vais voir des potes, ou alors c'est une petite soirée chill, quoi. Et c'est ça quasiment presque tous les jours. Et en fait, je conditionne mon cerveau avec toutes ces petites habitudes-là, et des bonnes habitudes, parce qu'évidemment, je mange bien, je mange équilibré, sans être un nazi non plus, hein. Des fois, je mange des burgers, des trucs comme ça, hein. Mais je trouve que ça me conditionne, et ça me permet de nourrir mon esprit, nourrir mon corps, et franchement, moi, j'ai un objectif un peu de performance. Mais je trouve que chacun devrait le faire. Chacun et chacune devrait mettre en place des routines comme ça parce que ça m'améliore non seulement d'un point de vue pro, d'un point de vue productivité, etc. Mais ça m'améliore aussi en tant que personne en fait. Je me rends compte que je suis beaucoup plus heureux, beaucoup plus énergique. Bref, c'est assez fou quoi. C'est assez fou. Après évidemment, il faut conjuguer ça avec une vie qui vous plaît, avec un travail aussi qui vous plaît. Parce qu'évidemment, si votre travail ne vous plaît pas ou votre vie ne vous plaît pas, c'est quand même un gros bloc hein, dans votre vie. Donc ça, c'est évidemment une des premières choses à traiter. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des accompagnements comme le mien qui existent. Salut, vous souhaitez vous lancer en freelance et digital nomade? Et appelez-moi. Ah oui, dernière chose aussi que je voulais vous parler de ça. J'ai fait un co-living à Bali de 4 jours. Donc j'étais dans une villa avec des entrepreneurs pendant 4 jours et ça je trouvais ça incroyable. Tout ça pour vous dire que je trouve que tout ce qui concerne le co-living ça apporte énormément de choses. Donc si vous souhaitez vous lancer en freelance ou en tant qu'entrepreneur, rapprochez-vous de gens comme ça, faites des je le dis très souvent mais je le répéterai ad vitam aeternam, faites des coworking, faites des meet-up, des after-work et si vous souhaitez, si vous le pouvez, des co-living parce que c'est ouf le pouvoir des rencontres, le pouvoir de certaines discussions en fait. Des fois ça déclenche des trucs, hein, ça déclenche des changements de vie en fait. Hein. Des fois il suffit d'une phrase, il suffit d'une personne, il suffit de 4 jours dans une maison avec des entrepreneurs ou des freelances pour se dire merde en fait, moi je change de vie. Moi, je quitte le monde du salariat pour me lancer là-dedans, c'est incroyable. Alors évidemment, parfois c'est difficile, voilà, il y a des peurs, il y a des doutes, ce qui est normal, mais je vous conseille fortement de vous rapprocher de ces environnements-là parce que c'est vraiment c'est porteur et moi j'ai fait 4 jours incroyables qui me permettent d'être en énergie et de pouvoir entreprendre avec passion et avec du kiff tous les jours, quoi. Donc ça, je vous recommande évidemment sans modération. Eh ben écoutez, on arrive sur la fin, on arrive sur la réflexion du moment. Réflexion du moment, qu'est-ce que je me suis dit récemment? Parce qu'évidemment, comme je vous le dis très souvent, quand je voyage, quand je rencontre des gens avec qui je partage la même vision de la vie, le même style de vie, on a évidemment des discussions et des réflexions sur la vie parce que en ce moment, on a
un changement de paradigme qui est en train de s'opérer et qui va avancer. Donc qu'est-ce que c'est ce changement de paradigme? C'est aujourd'hui être jeune cadre dynamique, ce n'est plus stylé, en tout cas en France. Le monde du salariat n'attire plus, ou beaucoup moins en tout cas, comparé aux années précédentes, aux années 2000, 2010. Et en fait, il y a de plus en plus de monde, et de plus en plus jeunes d'ailleurs, qui ont envie de se lancer en freelance, ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, pour tout simplement être son propre boss, avoir plus d'impact aussi dans son job, plus de sens aussi. Et puis, il y en a certains, comme beaucoup, qui ont envie de travailler tout en voyageant, comme ce que je peux faire. Et donc en fait c'est un changement de paradigme parce que la société professionnelle est en train de se rééquilibrer. Avant on avait donc quasiment que du CDI, que des salariés, et depuis les années je dirais 2012, 2013 voire peut-être 2015 plutôt, il y a de plus en plus de freelance, de plus en plus d'entrepreneurs, et c'est quelque chose qui s'accélère depuis le Covid. Et donc c'est pour ça que parfois j'y pense, et en fait ma réflexion du moment c'est ni plus ni moins que, parce qu'en fait je rencontre beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer en freelance, et j'ai des personnes en appel qui veulent rejoindre mon accompagnement, et il y a un truc qui revient tout le temps, c'est ce truc de sécurité lié à l'emploi, la sécurité liée au CDI, versus versus la vie de freelance. Et en fait, je me suis dit, quelle est la situation la plus sécurisante si on devait comparer un CDI et ta vie en tant que freelance, où tu gagnes peut-être, on va dire normalement, en freelance, 3, 4, 5 000 euros. Et avec cette vie-là, tu peux donc évidemment investir. J'ai expliqué mon propos pour vous donner de la clarté, parce qu'en fait, quand on a un CDI, on cotise pour la retraite, on a la sécurité, la sécu, quoi. Et on a plein d'autres choses. On a concrètement, on investit en fait plus ou moins dans notre sécurité, en tout cas en France. En freelance, on peut gagner plus, évidemment on cotise moins. Et donc c'est la question qui revient très souvent, c'est oui, mais du coup freelance c'est dangereux, machin. Mais donc inévitablement, en freelance, on peut aussi investir. Et en fait c'est ce petit VS dont je voudrais vous parler, parce que je trouve ça très important. Déjà, première chose, si on prend le CDI déjà, dans un premier temps, donc tu es en salariat, le réflexe qu'on a, c'est de se dire, on a de la sécurité de l'emploi, on cotise, etc. Déjà, première chose, je trouve que quand tu es en CDI, tu ne dépends que d'une seule source de revenus. On est d'accord là-dessus. Normalement, évidemment, dans la plupart des cas. C'est-à-dire que tu travailles pour une entreprise, tu es en CDI, tu as ton salaire qui tombe tous les mois, et puis ça tourne. Et puis voilà, tous les mois, tu as 2000, 2500, voire 3000 euros par mois. Et puis voilà. Le truc, c'est que quand tu es en CDI, tu n'as donc qu'une seule source de revenus. Et en fait, même si tu peux avoir la sécurité de l'emploi, si t'es viré quand même. Hein. C'est-à-dire que même si tu as 3 mois, si je dis pas de bêtises, de préavis, si t'es viré. Voilà. En CDI, tu cotises aussi, soi-disant, pour la retraite, la santé, etc. Sauf que je vous invite quand même à regarder ce que fait le gouvernement avec notre argent, et à regarder aussi des choses qui sont assez factuelles. Moi, je suis quand même sidéré de me dire que, encore une fois, ça n'engage que moi et c'est mon avis, mais je suis quand même sidéré qu'il y ait des gens qui se disent qu'ils ont envie de redonner à la France ce que la France leur a donné, ce qui est très bien. Attention, mais je vais vous expliquer pourquoi je trouve ça assez fou. Et donc, il y a des gens qui se disent, en fait, non, moi, j'ai envie de cotiser et je suis en CDI et j'ai envie de cotiser pour ma retraite et puis pour me mettre en sécurité. Sauf que le truc, c'est que si on regarde concrètement ce que fait le gouvernement avec l'argent, c'est assez aberrant. C'est-à-dire que déjà, on a envie de redonner à la France ce qu'elle nous a donné, ce qui est très très bien. Et j'essaye de faire un maximum avec d'ailleurs l'accompagnement que j'ai avec Shape Room. J'essaie d'aider les gens à se lancer en freelance pour avoir une vie meilleure s'ils le souhaitent. Mais le truc, c'est que l'éducation, c'est plus ce que c'était. La santé, pareil. Si vous avez aussi des proches potentiellement qui sont allés à l'hôpital, etc. Même s'il y a des choses qui sont prises en charge, évidemment, il y a quand même un système qui commence à de moins en moins bien marcher. Quand même, regardez ce qui est en face. Et puis, je vous invite à regarder un reportage un documentaire, je crois, qui s'appelle 3000 milliards. Il est disponible sur YouTube. Ça va vous donner un aperçu assez approfondi de ce que fait le gouvernement avec notre argent. Parce qu'en fait, on a tendance à parler surtout de ce qu'on cotise, il y a trop d'aides et donc il y a trop de taxes derrière. Ça, c'est un sujet, mais pour moi, le fond du problème, c'est la superstructure qui est créée par l'État depuis des années, depuis des dizaines d'années d'ailleurs, qui coûte énormément d'argent et qui n'est pas productive et qui ne produit d'ailleurs aucune richesse. De là d'ailleurs d'où vient la dette en fait, c'est cette structure, c'est ce millefeuille en fait. Alors je vais pas rentrer dans le détail parce que je pourrais vous en parler pendant 1h30 je pense, mais c'est tout l'argent qui est dépensé dans le système public, dans toutes les succursales donc où il y a des gens qui travaillent avec des subventions qui sont données à chaque niveau, donc dans les communalités, enfin les communes, les intercommunalités, les régions, les départements, les métropoles. Tout ça, ça se marche dessus d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à chaque niveau, ils font plus ou moins la même chose d'ailleurs. Ils font le même job, avec les mêmes missions, avec les mêmes subventions. C'est en gros un job, une subvention, ça pourrait suffire. À un seul niveau, je parle. Et dans le reportage dont je vous parle, il y a un moment donné où en fait, ils interviewent des personnes donc dans le domaine du public, dans les communes, les intercommunalités, régions, départements, métropoles. Et en fait, ils divisent l'écran en 4 parties et ils montrent qu'en fait, durant les interviews, de 1, ils ont la même mission.
De deux, ils ont les mêmes subventions, donc les mêmes aides en fait, à 4 niveaux, mais destinées aux mêmes personnes, aux mêmes problèmes. Et en plus de ça, dans les interviews, les gens qui parlent disent quasiment la même chose au même moment. Et en fait, ils mettent les passages de ces interviews quasiment en simultané, et donc il y a les mêmes verbatim, les mêmes mots qui en ressortent. Et quand tu vois ça, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Et il y a plein de trucs comme ça. Il y a aussi les hauts fonctionnaires qui sont visés dans ce reportage. Les hauts fonctionnaires qui, concrètement, ils en ont rien à foutre, en fait, hein, de la rentabilité de l'État, de la rentabilité de l'argent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être bien payés. Ils sont d'ailleurs très bien payés, les hauts fonctionnaires, et puis ils ont des avantages de fou, ils sont bien protégés. Et donc, en fait, il y a des déficits de partout. Et ce qui crée de cette fameuse dette, c'est ça, en fait, cette fameuse grosse structure. Et donc, en fait, j'en reviens donc à ce côté CDI, etc., cotisation, sécurité. Concrètement, est-ce que la sécurité se trouve vraiment dans le CDI ? Parce qu'en fait, si on continue dans ce système-là, il y a un moment donné où ça va exploser, en fait. Il y a déjà une dette qui est énorme, et surtout qu'en fait, le système, il est pas viable, parce que tu creuses la dette, parce que le système, en fait, est mal foutu, il y a trop de process, c'est un millefeuille, le truc, il y a trop de structures, on complexifie le truc de fou, et puis en plus de ça, il y a, pour moi, personnellement, je trouve que les hauts fonctionnaires, là, et tout ce monde-là, j'ai l'impression que c'est un peu une mafia. Les mecs s'arrangent entre eux, ils se connaissent tous, ils partent en vacances ensemble, avec leur famille et tout, enfin c'est un délire. En tout cas de ce que je lis, de ce que je vois, de ce que j'écoute, à travers tous les contenus que je consomme sur internet. Et je trouve ça fou, parce qu'en fait, on creuse cette dette, on dépense beaucoup alors qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Déjà, tu vois, moi ça me ferait plaisir d'être taxé pour une bonne sécurité, pour une bonne santé, pour tu vois, un hôpital qui fonctionne bien, et pour une éducation, un système d'éducation, pardon, qui évolue et qui fonctionne bien. Aujourd'hui, pour moi, je trouve que c'est pas le cas. Donc on creuse tout ça, il y a des dépenses et des dépenses et des dépenses. Et de l'autre côté, comme vous pouvez le remarquer depuis récemment, le gouvernement souhaite augmenter les taxes encore. Moi je trouve ça fou parce qu'il y a un moment donné où en fait le peuple va se révolter parce qu'il y a déjà plein de gens qui n'arrivent pas à vivre actuellement avec 2 000 €. Parce qu'il y a trop de taxes, trop de trucs à payer, la structure est beaucoup trop chère maintenant. Et donc ce n'est pas viable. Donc il y a un moment donné où ça va péter. Moi c'est mon avis, hein. Et je serais content que ça pète pour qu'on reparte sur quelque chose de bien. Alors peut-être qu'il faudra, comme je le disais d'ailleurs, quand tu te lances en freelance ou en tant qu'entrepreneur, il faut un peu de chaos. Et pour moi, le chaos, ça passe aussi par la vie de tous les jours. Et je pense que on peut passer par une phase compliquée, quitte à avoir une guerre civile. Non, peut-être pas jusque-là, mais voilà, que ça reparte sur des bons rails. Parce qu'en fait, concrètement, moi je préfère personnellement me lancer en freelance, avoir moins d'aide, moins de cotisations. Par contre, je gagne plus. Et en fait, j'investis là où je veux investir pour me consolider un patrimoine, pour me consolider une retraite. Et aussi pour, à mon échelle, essayer d'aider les gens en France ou même ailleurs, hein. Moi, l'argent que j'ai gagné avec le freelancing, par exemple, ça m'a permis de faire des dons pour la guerre en Ukraine. Chose que je ne pense pas pouvoir faire si j'étais en CDI avec tout le coût de la vie, surtout à Paris. Moi, j'étais à Paris. Donc en fait, moi, je préfère avoir le contrôle sur mon argent, sur ce que je fais. Et en plus de ça, quand tu es en auto-entreprise, ou même en EURL ou SASU, quand tu as une vraie structure en France, tu payes beaucoup de charges quand même, hein. Donc tu cotises un minimum, hein, dans tous les cas. Mais donc en micro-entreprise, c'est quand tu te lances en freelance, au moins tu as le contrôle sur ce que tu peux faire, un minimum, hein, avec ton argent, tu sais là où tu veux le mettre, tu sais là où tu le places. Donc voilà, c'était un peu ma réflexion du moment. Et je pense sincèrement que si chacun se responsabilise à ce niveau-là, dans un environnement un peu plus libertarien, hein, finalement, où on peut toutes et tous gagner plus d'argent, avec moins de cotisations, moins de charges sociales, et puis aussi la possibilité de pouvoir investir là où on veut, à mon avis, ça nous permettrait d'avoir un pays qui peut-être tourne mieux. Voilà, j'ai pas forcément la réponse à tous ces problèmes-là, c'est un problème qui est complexe, mais c'est ma réflexion du moment, et j'en parle aussi avec pas mal de potes que je rencontre en freelance et en tant qu'entrepreneur, et on partage un peu toutes et tous la même vision, après ça dépend pour qui, évidemment. Mais je pense qu'il faut limiter concrètement le contrôle de l'État à certains niveaux, puisque l'État aujourd'hui contrôle la santé, l'éducation, pas mal de choses comme ça. Il y a des bons côtés à ça. Mais aujourd'hui, l'État ne sait pas gérer l'argent. L'État, si c'était une entreprise, ils seraient tous en prison, en réalité, hein. C'est tellement déficitaire que tu prends une entreprise privée qui est aussi déficitaire que ça, on tire la sonnette d'alarme, quoi. Il y a un problème quelque part. Donc je pense qu'il faut restreindre un peu plus le contrôle de l'État sur certains points pour mettre un peu plus de privé dans certains endroits, quitte à ce que potentiellement certains services coûtent plus cher, mais au moins ça permet de créer un peu plus de concurrence et un peu plus de services de bonne qualité, quitte à payer plus cher pour certaines choses. Mais en fait, si on baisse les charges sociales et toutes les cotisations, potentiellement on peut avoir des salaires un peu plus intéressants, un pouvoir d'achat plus intéressant, et donc ça rééquilibre la chose, puisqu'en fait tu peux avoir le luxe de payer des services qui peuvent être plus chers, et donc de meilleure qualité. Mais donc tu rééquilibres un peu le truc en fait. Là où aujourd'hui, l'État dépense, il n'y a pas de retour sur investissement, et donc tu augmentes les charges, tu tapes sur le peuple, tu tapes sur les gens qui bossent, et en fait, il y a un moment donné où ça ne va plus fonctionner. Moi personnellement, je préfère qu'il y ait moins de dépenses de l'État, qu'il y ait plus d'entreprises privées,
qui se charge de certaines choses, peut-être l'éducation, la santé, etc., pour qu'il y ait moins de dépenses, moins de charges. Et il faudrait changer le système aussi dans tous les cas de fond en comble, pour qu'on puisse avoir un meilleur pouvoir d'achat et pouvoir peut-être avoir un peu plus de contrôle sur ce qu'on dépense. Et puis voilà quoi. Et puis en fait, se construire nous-mêmes un avenir plus florissant. Pour conclure en fait sur ce sujet, si on en revient du coup au sujet du podcast quand même, qui est donc freelance versus salarié, premièrement, donc en fait en freelance, tu ne dépends pas forcément que d'une seule source de revenus. J'en reviens à ce que je disais au tout début. Donc par exemple, en salarié, si tu es viré, point. Après, il faut se retrouver un boulot. Ok, il y a le chômage, etc. Mais le chômage, c'est pas non plus pas la folie, quoi. En freelance, tu peux avoir plusieurs clients. Donc si tu en as un qui décide d'arrêter, ou si toi tu décides d'arrêter aussi, parce que tu as la possibilité de décider, contrairement au CDI. Alors tu peux quitter ton CDI, évidemment. Mais voilà, il y a quand même un rapport, je dirais, parent-enfant en fait quand tu es dans une entreprise. Alors que quand tu es en freelance avec tes clients, tu es sur le même piédestal, tu rends service à une entreprise. Donc si tu as plusieurs clients, tu as plusieurs sources de revenus. En plus de ça, comme je le disais, si toi tu investis ton argent, donc tu gagnes plus techniquement en freelance, parce que tu peux gagner facile 3, 4 000, 5 000, 6 000, voire plus. Tu investis, tu peux déjà épargner et investir ton argent. Donc tu peux avoir des sources de revenus, côté bourse, côté crypto, peut-être immobilier ou des choses comme ça. Là où en tant que CDI, même si c'est plus intéressant pour l'immobilier, comme tu gagnes moins d'argent, tu as quand même moins d'argent à investir et donc aussi à épargner. Et donc tu peux avoir des sources de revenus qui sont moins diversifiées. Et donc en lien avec ce que je disais, avec toute la partie État, utilisation de l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, dans notre inconscient, et en fait, c'est aussi la société et l'État qui nous inculquent ces valeurs-là et ces connaissances-là, on se dit, en CDI, on cotise pour la sécu, pour la retraite, etc. Sauf que le système, pour moi, n'est pas viable. À un moment donné, ça va péter. On ne sait même pas si on va avoir une retraite. Pour moi, je trouve ça plus dangereux d'être en CDI aujourd'hui et d'investir, entre guillemets, son argent, donc plutôt de cotiser son argent, dans un système qui ne fonctionne pas et qui n'est plus viable. Là où en freelance, même si, évidemment, on cotise aussi, beaucoup moins, mais on cotise aussi, on peut plus épargner de son côté et investir pour contrôler son argent, savoir où il va et avoir un meilleur retour sur investissement. Et ça ne veut pas dire qu'on ne rend pas à la France ce qu'elle nous a donné, puisque votre argent, vous en faites ce que vous voulez. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, donner ça à des associations, investir je ne sais où, mais en tout cas, vous savez, vous contrôlez votre argent. Pour moi, c'est ça la grande différence. Et donc, finalement, le CDI, est-ce que c'est vraiment une sécurité aujourd'hui ? C'est ça le truc. De 1, t'as qu'une seule source de revenus, donc tu peux te faire virer du jour au lendemain. De 2, tu cotises dans un système et donc t'investis dans un système qui n'est plus viable et ne sera plus viable. Et puis c'est tout. Parce que derrière, alors certes, tu as une certaine forme de sécurité quand t'as plus de job, t'as le chômage, etc. Mais si en freelance, imaginons, déjà première chose, t'as différentes sources de revenus, donc t'as quand même plusieurs sécurités, mais imaginons, il y a tout qui se casse la gueule, techniquement, tu auras gagné assez d'argent pour avoir mis de côté. T'as un matelas financier qui quand même te permet d'avoir une sécurité. Même si, on va pas se leurrer, être en freelance, c'est aussi être entrepreneur. Et donc, évidemment, la part de risque est plus grande. C'est une évidence. Mais le gain à la clé, donc c'est-à-dire en freelance ou en tant qu'entrepreneur, le gain à la clé, c'est gagner plus d'argent, être plus libre, etc. etc. Ça, évidemment, c'est une marge qui est légèrement plus haute que celle du CDI. Et donc, il faut évidemment faire face à plus de difficultés, un peu plus de chaos, un peu plus de doutes, un peu plus de peur. Mais vos peurs, vos doutes, qui sont évidemment plus prépondérantes que si vous étiez dans un CDI, sont à la hauteur de la récompense qui se trouve à la clé. Ce sera tout pour cet épisode, les potes. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que cet épisode vous aura bien aidé. J'espère que cette réflexion aussi peut vous nourrir, peut mettre de l'eau à votre moulin. Tout ce que je vous dis ici, ça n'engage que moi. C'est mon avis, mais on se donne rendez-vous d'ici quelques années pour voir ce qui va se passer d'un point de vue système. En tout cas, voilà, si cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un avis, à vous abonner sur YouTube et sur les plateformes d'écoute, donc Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. etc. Et puis écoutez, d'ici là, on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.